et que d'une certaine manière, à l'étranger, pour vous, la situation était parfois plus simple parce que les gens, les lecteurs, n'avaient pas de préjudice sur vos romans. En France, en effet, vous avez une présence et une personnalité médiatique très très forte. Vous êtes chroniqueur, critique littéraire, homme de télévision, réalisateur de cinéma, directeur de rédaction du magazine Lui, et malgré tout et surtout écrivain. Una et Salinger est votre 9e roman, depuis Les Mémoires d'un jeune homme dérangé, en 1990, qui ouvre une première veine autobiographique, et le roman qui vous a fait connaître, qui a été le plus exposé, 99 francs, devenu 14,99 €, autour du monde de la publicité en l'an 2000. C'est ce roman, 14,99 €, qui a d'ailleurs été publié pour la première fois en Espagne par Anagrama, avec un énorme succès, et qui a permis donc à la maison d'édition Anagrama de vous suivre depuis 2000, en publiant en particulier Windows on the World en 2003, autour des attentats sur des Twin Towers du 11 septembre, et un roman français en 2009, autour où votre arrestation sur la voie publique déclenche un processus d'enquête et de remémoration sur l'histoire familiale. C'est d'ailleurs ce roman-là, un roman français, qui vous permet d'être publié par Amsterdam, la maison d'édition en catalan, et donc Anagrama et Amsterdam, qui publient aujourd'hui votre dernier roman, Una et Salinger, autour de ces deux personnages fascinants. Donc 2e roman traduit en catalan, 6e en espagnol. Avant de parler du roman lui-même, je lisais dans une autre interview que vous aviez déclaré à propos du livre que dans Una et Salinger, votre ambition était d'être enfin pris au sérieux. Ça signifie que d'habitude vous ne l'êtes pas sérieux ou pris au sérieux? Si j'ai dit ça, je le regrette et je demande pardon. Non, pas du tout. Mais en revanche, vous avez dit que j'étais victime de préjudices. Non, je suis victime de préjugés, mais j'aimerais causer des préjudices à mes lecteurs et à tout le monde en écrivant. J'espère que ma littérature ne laisse pas inoffensif, ne laisse pas indifférent, n'est pas inoffensive et ne laisse pas indifférent. Alors, dans la liste, je ne suis plus animateur de télévision. Je suis assez fier de ne plus travailler à la télévision. Ça fait un élément agaçant en moins dans mon curriculum vitae. Et j'espère vivre dans ce genre de lieu avec beaucoup de livres. La littérature ne peut pas se prendre au sérieux. Non, je n'ai pas très envie de me prendre au sérieux, mais c'est un problème. C'est vrai que j'ai envie de vivre, j'ai envie de raconter ma vie, j'ai envie de raconter la vie des autres, j'ai envie que ce soit amusant et léger. Et souvent, c'est vrai qu'il faut prendre un air grave quand on parle de littérature. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, parce que quand on étudie un peu l'histoire de la littérature française, elle n'est faite que d'une bande de rigolos, et c'est quand même des gens qui ont beaucoup déconné depuis Rabelais. Donc il n'y a pas de raison à cela, et même parfois on imagine que ça vient de Flaubert parce qu'il déclamait ses phrases dans son gueuloir normand avec une certaine misanthropie, mais c'est faux. Flaubert allait dans les bordels avec Maupassant et passait son temps à rigoler. Donc, même lui ne correspond pas au catéchisme qui est fait autour de lui. Donc, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison que la littérature soit quelque chose de sérieux. Pas du tout. C'est un plaisir. C'est quelque chose qui doit être séduisant, qui doit être distrayant, qui doit nous rendre tristes ou heureux, et nous faire marrer ou nous faire pleurer, mais pas nous rendre sérieux du tout. Pas du tout. Donc si j'ai dit ça, c'était en état d'ivresse et vraiment je le regrette parce que je ne m'en souviens pas. Mais ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, en revanche, oui, ça c'est une chose, c'est que j'ai vraiment essayé de ne pas parler de moi. Ça c'est vrai. J'ai essayé d'écrire un roman, un vrai roman, alors certes avec des personnages réels, mais qui soit quand même un roman. Là aussi j'ai échoué,
puisque je parle de moi au début et à la fin du livre. Donc j'ai échoué. Mais c'était vraiment une tentative sincère pour échapper à ma biographie et faire quelque chose qui soit purement romanesque. Pas fictif, mais romanesque. Et c'est tout le jeu entre les deux qui m'a intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit une histoire vraie, mais dans laquelle il y a une part d'invention. Et c'est ça... Je ne sais pas si vous voulez que je peux parler très longtemps. Hein. Si vous ne m'interrompez jamais, il n'y aura pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais alors, si vous voulez que j'explique vraiment le projet, donc ce projet, c'est que toute cette histoire a vraiment eu lieu. Et quand j'ai appris qu'il existait cette histoire d'amour entre J.D. Salinger, qui est un de mes écrivains préférés, et Una O'Neill, la fille d'Eugène O'Neill, le plus grand dramaturge américain, quand j'ai su qu'elle l'avait quitté pour Chaplin, qu'elle avait épousé Chaplin, et qu'en plus, elle était la copine de Truman Capote et que Salinger avait rencontré Hemingway, je me suis dit, non, là, il y a tout le monde. C'est une histoire merveilleuse, c'est un trésor. Donc, je me suis renseigné, j'ai cherché partout à savoir si cette histoire avait fait l'objet de romans. Parce que pour moi, c'est une passion tragique qui est du même niveau qu'Autant en emporte le vent. C'est-à-dire que c'est deux personnes jeunes, belles, qui s'aiment et qui sont séparées par la guerre. Donc, je me suis dit, c'est évident qu'il y a au moins 15 livres aux États-Unis là-dessus. Il y en a zéro. Il y en a jamais eu nulle part. J'étais très, très, très étonné, alors qu'il y a des vingtaines de livres sur par exemple, l'histoire d'amour entre John Kennedy et Marilyn Monroe, ou bien il y a des dizaines de livres sur Scott et Zelda Fitzgerald. Zéro sur ces gens fascinants, beaux, sur cette tragédie dont tous les personnages sont ultra brillants et extrêmement fascinants et complexes. Donc voilà, j'étais tombé sur une mine d'or. J'ai passé 5 ans à me documenter et à travailler sur cette histoire. Oui, c'est un roman d'amour, vous avez très bien introduit, Madame la Présidente. Et c'est un roman d'amour, donc c'est un roman triste. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent les romans d'amour... Les beaux romans d'amour finissent mal, c'est vrai. En même temps, il y a une chose assez étonnante, c'est qu'effectivement, il s'agit d'un roman d'amour. Ça commence comme un roman d'amour. On a donc une rencontre amoureuse. On a un baiser qui arrive assez rapidement. Tout va bien. Et ça s'arrête là quand même. C'est-à-dire que l'histoire que vous racontez, le point de départ du roman, c'est une relation qui a duré combien de temps? Quelques mois, oui. Avant avant d'abord Pearl Harbor d'un côté, parce que Salinger est parti s'entraîner dans l'armée, et puis le mariage d'Una avec quelqu'un d'autre. Et ça arrive. C'est des histoires, c'est des amours de jeunesse, mais ça arrive. On tombe amoureux de quelqu'un, mais c'est pas forcément réciproque. Et puis si on s'éloigne, la personne va pas forcément attendre, comme dans l'Antiquité. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de raconter une histoire aussi foireuse? Je sais pas, peut-être parce que je crois que c'est beau en fait. Je trouve ça beau, je trouve ça plus émouvant finalement. Dans la vie, je ne souhaite pas vivre ce genre d'histoire, mais dans les romans, ça marche bien. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que cette espèce de paradoxe d'un roman d'amour sur une histoire qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire sur un roman d'amour sur un amour qui n'existe pas, est-ce que c'est pas ce paradoxe-là qui vous donne aussi la liberté d'écrire et d'investir? Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, ça c'est vrai. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Elle a existé cette histoire et tous les témoins et tous les biographes de Salinger disent que c'était même peut-être son plus grand amour. Simplement, c'était un amour non consommé, non inabouti. Comme les histoires d'amour courtoises au Moyen-Âge, voilà, des histoires où on est amoureux de quelqu'un qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est presque plus proche de la religion en fait que du sexe. Voilà. C'est un peu démodé, mais il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis c'est... qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Non, moi, ce que je trouve émouvant, c'est que ça dure très peu de temps et que c'est presque comme une muse, en fait, pour Salinger.
Elle l'a inspiré, elle lui a inspiré peut-être l'attrape-cœur, peut-être aussi des nouvelles. Je cite des nouvelles inédites dans le livre où je pense reconnaître Oona. Les muses, c'est ça l'idée. Hein. C'est pas des personnes qui sont disponibles. C'est des personnes qui échappent. Mais elle l'a inspiré, c'est sûr. Et elle a inspiré aussi Chaplin. Elle a inspiré Truman Capote. Je pense que Breakfast at Tiffany's, le personnage d'Holly Golightly est fortement inspiré de cette fille. Donc tous les gens qu'elle a croisés ont eu envie d'écrire sur elle. C'est intéressant. Mais alors justement, vous parlez de muse. Est-ce que, autant qu'un roman d'amour, on ne peut pas considérer Oona et Salinger comme un roman sur l'écriture, sur la littérature? Parce que finalement, vous partez de cette relation, de cette anecdote par rapport à la dimension d'une vie. Mais la figure de Salinger, telle qu'elle apparaît dans le livre, hein, est un personnage qui a relativement peu de vie personnelle ou de vie privée, et ce que vous suivez, ce qui vous intéresse, ce qui construit le livre, c'est justement bien davantage la relation au mot, la relation à l'écriture. Dans le roman, on commence avant la publication des premiers textes, et on accompagne Salinger jusqu'à la publication de l'Attrape-cœur, son roman le plus célèbre, donc en 1951. Donc, est-ce qu'on peut dire ça du roman, que c'est un roman sur l'écriture, et que Salinger est finalement un personnage dans lequel vous investissez, vous vous reconnaissez? J'aurais pas cette prétention, mais en revanche, derrière ce roman d'amour, il y a comment on devient écrivain. Oui, oui. Et c'est cette bande de jeunes qui sont là au Stork Club. Bon, ça, c'est la bibliothèque. Mais tout à l'heure, on voyait les images du club. Et ils se rencontraient tous là et ils sont tous devenus artistes. Donc, il y avait le jeune Orson Welles qui voulait devenir d'abord comédien avec une troupe de théâtre, puis cinéaste, qui draguait Oona. Bon, il s'est pris un vent. Salinger, ça a un peu mieux marché, elle a flirté avec lui, il voulait devenir écrivain. Peut-être d'ailleurs qu'il était tombé amoureux d'elle parce que c'était la fille du plus grand écrivain américain de l'époque. Peut-être aussi qu'il n'y a pas que sa beauté physique, il y a aussi une part de fascination malsaine pour son père. Et puis le meilleur ami d'Oona toute sa vie a été Truman Capote, qui a aussi travaillé, qui a aussi commencé à écrire dans cette période-là. Tous ces gens étaient très jeunes et rêvaient de littérature. Donc c'est un livre sur ça aussi, c'est un livre sur pourquoi Salinger a absolument tenu à rencontrer Hemingway au Ritz à la Libération de Paris. C'est par fascination pour le grand écrivain qu'il est, pour connaître les secrets de la littérature. Et Oona, fille de grand écrivain, épouse un grand cinéaste. C'est pas du tout un hasard, c'est une sorte de père de substitution qu'elle trouve. Et elle souffrait énormément d'être la fille d'un grand génie qui ne lui parlait pas, qui était absent. Donc tous ces gens, et Oona y compris, rêvaient de littérature. Elle était très fanatique de Scott Fitzgerald et toute sa vie, elle a tenu un journal, écrit des lettres. Et peut-être qu'un jour, on aura la chance pourquoi pas, de lire la prose d'Oona O'Neill. Je pense qu'elle était très brillante, puisque sinon elle n'aurait pas fasciné autant de monde. Je pense qu'elle était très espiègle, très drôle, cultivée. Donc c'est Mais tout ça, c'est après coup, parce qu'en fait, là, on est en train d'analyser a posteriori. Mais quand j'écrivais ce livre, c'était parce que j'avais envie d'être avec eux, tout bêtement. Je pense que faut... quand on parle de Salinger, qui est l'écrivain au monde qui a le moins donné d'interviews, qui a jamais voulu s'exprimer sur son travail, évidemment, c'est toujours un peu ridicule. Donc, je ne veux pas trop expliquer les choses d'une manière didactique. C'est plus mystérieux que ça. Pourquoi est-ce qu'on écrit ? J'ai eu envie d'être avec eux, tout simplement. J'avais envie d'être invité au Stork Club, à leur table, de les espionner. J'avais envie de savoir ce que Salinger pouvait dire à Hemingway au Ritz. J'avais envie de débarquer sur une plage en Normandie le 6 juin 1944. J'avais envie de traverser toute cette guerre.
j'étais curieux. C'est la curiosité qui fait écrire, je crois, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un roman que j'avais envie de lire. Et comme il n'existait pas, il fallait l'écrire. Ouais. C'est une bonne raison pour écrire. Alors, vous rappelez effectivement, Salinger, c'est cet écrivain reclus, cet écrivain qui ne donne pas d'interview, cet écrivain qui a une vie finalement à la fois mystérieuse et surtout réduite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. On peut quand même dire que le livre vous prend 4 ans d'écriture, et effectivement que pour l'écrire, vous allez chercher des textes de Salinger qui sont des textes peu connus, parce que il y a une sorte de paradoxe autour de Salinger. C'est à la fois un écrivain immensément connu aux États-Unis, tout le monde, tous les lycéens lisent Catcher in the Rye, l'attrape-cœur. Allez-y, je vous en prie. Donc, c'est un écrivain extraordinairement connu dont l'œuvre est devenue une sorte d'icône ou de référence. Et en même temps, dans le livre, vous allez chercher des textes qui ne sont pas traduits, qui sont effectivement des nouvelles peu connues, non traduites en France et même non publiées aux États-Unis. Comment se passe ce travail, ce processus de recherche? Comment vous le... Bon, tout simplement, quand on s'intéresse à lui, et les biographes parlent toujours des nouvelles qu'il a publiées entre 1940 et 1948 dans pas mal de revues, Collier's, Saturday Evening Post, Esquire, et puis ensuite le New Yorker. On connaît 9 textes, et il y en a 21 inédits. C'est évidemment là encore comme de tomber sur une mine d'or. De même, quand j'apprends qu'ils se sont écrits, Oona et Salinger se sont beaucoup écrits, il écrivait des lettres de 10 à 15 pages. Bon, là, évidemment, j'ai demandé tout de suite à pouvoir les voir, ce que j'ai réussi à faire, mais après la parution du livre. Donc, j'ai dû écrire les lettres moi-même, mais ensuite, j'ai pu les voir grâce à la fille d'Oona et Charlie. Mais enfin, c'est inépuisable en fait, parce que ce sont des gens très mystérieux, mais en même temps, il existe pas mal de documentation sur eux. Alors c'est devenu, je pensais pas que ça prendrait 4 ans. Ça a pris 4 ans parce que c'est énorme, parce que c'est tellement monumental, et puis que comme il n'y a pas eu encore une fois, jamais de roman là-dessus, du coup, je me suis retrouvé à un peu embarqué dans un travail que je ne pensais pas faire, à vrai dire. J'aurais bien aimé rester au Store Club avec ces jeunes gens en robe du soir et smoking, écouter du jazz, boire quelques vodka martini avec eux, faire un dialogue léger et frivole, et puis s'arrêter là. Mais si on commence à raconter cette histoire, on se retrouve à devoir écrire un roman sur la Deuxième Guerre mondiale et sur toute l'histoire de la littérature américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, et puis toutes les nouvelles, c'est fascinant de se dire qu'il n'a jamais voulu les rééditer. Elles ont été publiées, elles existent, on peut les trouver, mais elles n'ont jamais été rassemblées en volume. Or, on voit vraiment un écrivain naître. Au début, c'est un peu puéril, c'est un peu du sous Fitzgerald. Il commence par écrire des histoires très légères comme ça, qui sont bien. J'aime bien d'ailleurs. Je ne fais rien d'autre d'ailleurs, mais progressivement, on sent d'abord des personnages féminins très forts, des histoires d'amour ratées, des chagrins, et puis progressivement, il se met à parler de la guerre. Il y a beaucoup de textes inédits de Salinger sur sa guerre, et c'est son choix de ne pas les avoir réédités. Je pense qu'il a probablement bien fait, puisque ses livres sont traduits et lus dans le monde entier. Il y en a 4. Et ce qu'il y a, peut-être pourquoi j'aime Salinger, c'est aussi parce qu'on peut le lire en un week-end. Hein. Vous avez 4 livres, tous courts, et vous pouvez tout à fait lire l'intégralité de Salinger en très peu de temps. C'est pas pareil avec Tolstoï, si vous voulez. Donc, peut-être par paresse, je me suis intéressé à cet écrivain-là. On fait vite le tour, et en même temps, jamais vraiment, puisque c'est très dense, très riche, très pur, très... avec des allusions, des références assez complexes, et par sa brièveté, c'est une œuvre qui en même temps inspire, parce que tous les gens qui ont lu l'Attrape-cœur ont eu envie de devenir écrivains. On dit ça sur les gens qui ont écouté le Velvet Underground, ont tous voulu créer un groupe de rock.
L'attrape-cœur, c'est ça, parce que c'est comme Bonjour Tristesse, c'est comme Le Grand Maulne, c'est comme L'écume des jours, ou tous ces romans, ou Les souffrances du jeune Werther, qui sont des livres très courts sur l'adolescence, sur la naissance de l'amour, sur le refus de la vieillesse, sur, en gros, des jeunes gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font là et à quoi sert l'existence. Hein, je simplifie, mais ce qu'on appelle coming of age novel, c'est un système éternel. Bref, ces livres-là, moi, je trouve qu'ils donnent envie d'écrire. C'est des livres qui donnent envie d'écrire parce que les personnages sont paumés, parce que les phrases sont simples, parce qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Donc, c'est une littérature dont on a l'impression qu'elle est facile. Et c'est faux, évidemment. C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'écrire des choses limpides, fluides et humbles. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Je pense qu'il est paradoxalement plus difficile d'écrire Bonjour Tristesse que d'écrire Splendeur et misère des courtisanes, à mon avis. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire par là, mais enfin, c'était pour régler son compte à Balzac. Je ne suis jamais mal dans un institut français. Non, il y a une fragilité. Après, chacun ses goûts aussi. Hein. Il y a des gens qui trouvent que Alfred de Musset, c'est pas grand-chose, et qui trouvent que Balzac, c'est bien supérieur. Mais il en faut pour tous les goûts. Hein. Alors, tout à l'heure, vous venez de mentionner Le Grand Maulne. Dans Windows on the World, il y avait déjà cette page très, très étonnante sur Salinger, et où vous le définissiez très rapidement, le Grand Maulne américain. Dans Oona Salinger, hein, vous écrivez, vous définissez, vous caractérisez plutôt Salinger comme l'écrivain qui a dégoûté les humains de vieillir, ce qui est une très, très jolie formule. Aujourd'hui, 75 ans quand même après la publication de l'Attrape-cœur, qu'est-ce que représente Salinger? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Oui, il a créé ce personnage de l'adolescent éternel. Donc en fait, il faut imaginer, on est juste après la guerre. Il n'y a pas encore eu le rock'n'roll, il n'y a pas encore eu mai 68, il n'y a pas eu... c'est une société en fait encore très, très, très structurée, la famille, la religion, tout ça. Et lui, il invente un personnage qui ne veut pas rentrer chez ses parents et veut traîner dans les bars, qui prend des taxis, qui parle à des inconnus, qui... Bon, alors, il y avait eu, encore une fois, il y a Werther, il ne faut pas exagérer, il y a Octave dans La Confession d'un enfant du siècle. Tous ces personnages-là, moi, m'intéressent, mais on peut aussi dire qu'en France, pendant la guerre, et à peu près à la même époque, Camus écrit L'Étranger. Hein, donc, c'est aussi un personnage comme ça. On ne sait pas trop pourquoi ce type tue quelqu'un sur une plage et ensuite accepte tout ce qui va lui arriver sans broncher, enfin, donc il y avait sans doute quelque chose dans l'air à ce moment-là, de désespoir évidemment, devant la fatalité, l'horreur, la tragédie, et en même temps une perte de sens, une quête de sens, une perte de repères et une quête de sens, si on veut. Voilà, ce truc-là, on peut aussi le trouver chez Céline. Le personnage de Bardamu, en gros, c'est pas trop ce qu'il fait sur Terre, hein. Il se promène en Afrique, en Amérique, il revient à Clichy et il ne sait pas trop sait pas trop pourquoi il vit. Donc il y avait cette ambiance, mais il a trouvé quelque chose, et je crois que ce livre-là, c'est une date importante parce que c'est au fond, il a inventé l'anti-héros tel qu'on le voit aujourd'hui tout le temps, partout, que ce soit au cinéma, dans la littérature, dans la musique, dans la pub. Le type un peu ténébreux, voilà, qui sait pas ce qu'il fait là, et qui est séduisant, mais qui est énervant. C'est ce qu'on nous vend maintenant en permanence. C'est Salinger qui a créé ce truc. Et c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui ne veut pas être adulte. Et je crois qu'aujourd'hui, l'intégralité du monde occidental refuse d'être adulte. C'est donc, on a été salingérisé un peu. on est tous un petit peu comme ce personnage. On veut plus ressembler peut-être à
je ne sais pas moi, à Jim Morrison qu'à Édouard Balladur, vous voyez. Je schématise un peu, mais et donc il y a quelque chose d'intéressant à explorer. Pourquoi est-ce qu'à cause de Salinger, on ne veut plus vieillir? Dans Les Misérables, Hugo invente ce personnage de Gavroche, et Gavroche dit c'est la faute à Voltaire, mais peut-être c'est la faute à Salinger si nous sommes dans ce monde aujourd'hui sans utopie, sans foi, sans idéal. Et donc, moi, je m'interroge là-dessus. Tout d'un coup, il y a une ambiance de merde. Dans le roman, vous insistez pas mal sur l'invention de la voix du personnage de Holden Caulfield. Donc, Salinger, dans toute la deuxième partie du roman, définit peu à peu cette voix que vous commentez avec les fins de phrases en et tout, cette sorte d'indéfinition vaguement maussade de l'adolescent dans ses meilleurs jours. Cette voix-là, où est-ce qu'elle est quand vous écrivez le roman? Parce que dans le roman, on sent on sent une sorte de double mouvement. À la fois, on sent très bien que vous allez vers cette voie-là, qu'on la retrouve, et qu'il y a aussi constamment une sorte de réaction de distance, parce que cette voix est... c'est la voix de Salinger, pas la vôtre. Oui. C'est compliqué, parce que c'est vrai que écrire sur des écrivains, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. C'est prétentieux et évidemment... moi, j'ai toujours peur du ridicule, alors donc je voulais éviter d'être complètement pitoyable, donc je n'ai pas essayé d'imiter, mais c'est vrai que dans l'attrape-cœur, le langage est très important, et d'ailleurs, dans toute l'œuvre de Salinger, il fait un peu comme Céline, c'est-à-dire qu'il fait entrer le langage oral dans le roman, dans les nouvelles, et c'est très très important. Donc il y a beaucoup de dialogues dans mon livre, et évidemment, de temps en temps, ils se mettent à parler un peu comme des personnages de ses romans à lui. Mais ça, c'est un exercice... Enfin, on sous-estime l'importance du style chez Salinger, comme chez Hemingway. Enfin, je trouve c'est quand même avant tout des stylistes, et avant tout, ce qu'ils ont apporté, c'est formel. Plus que, ce que j'ai parlé, ce que j'ai expliqué sur ces personnages, mais aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup transformé la langue. On n'écrit plus après Salinger comme avant, je crois. C'est lui qui fait parler des jeunes d'une manière différente des adultes. Et on trouve ça peut-être aussi dans Zazie dans le métro de Queneau. Ça, c'est vrai, il y a des choses comme ça, mais ça a été un bouleversement très important pour tous les gens qui ont lu ce livre à ce moment-là. Mais de même, Voyage au bout de la nuit, c'était dans l'air, il y avait quelque chose... Heureusement d'ailleurs, le XXe siècle a apporté ça. Faire entrer l'argot, certaines marques de fringues, le fait que la réalité entre dans le roman, que le roman n'est plus quelque chose... Enfin, disons, il y a quelque chose de un bouleversement à ce moment-là. Et dont nous ne sommes pas sortis. Peut-être quand moi qui aime beaucoup Bret Easton Ellis, il fait la même chose. Et Michel Houellebecq aussi. Enfin voilà. Donc c'est faire entrer le réel, les aéroports, les parkings, les boîtes de nuit, tout ça dans les livres. C'était ma démarche aussi. La publicité, bien sûr. Il y a des pubs dans l'attrape-cœur, et c'est ça c'était nouveau à l'époque. C'était pas du tout votre question, je crois. Si, ah bon, d'accord. Non, je pense que on est effectivement sur ce travail qui permet d'aller chercher Salinger, parce qu'il y a chez lui ce qui vous permet de donner forme ou de suivre des traces qui étaient déjà dans l'écriture de vos livres précédents, et qui leur donnent sens, qui les conduit. Donc en ça... Non, puis c'était... Enfin bon, encore une fois, pourquoi on écrit, c'est vraiment une question très mystérieuse, parce que
je ne savais pas très bien où j'allais. Et à vrai dire, ce livre raconte surtout l'histoire d'un cendrier. Mais c'est vrai, parce que, bon, il faut expliquer, au début du livre, ils sont dans un club. À l'époque, on pouvait fumer dans les clubs. Et donc, il y avait un cendrier avec The Stork, la cigogne, une cigogne en train de fumer une cigarette. J'imagine qu'Una vole ce cendrier, le met dans la poche de Jerry, et puis il va faire toute la guerre avec ce cendrier dans sa poche. Et voilà. Donc peut-être qu'à la fin, il va se passer quelque chose, mais je ne vais pas tout raconter. Non. C'est l'histoire d'un cendrier. Il y a vraiment un grand suspense dans ce livre. Ce cendrier va-t-il être cassé? Est-ce qu'on va le retrouver à la fin? Vous le saurez en achetant mon livre. Et je crois que c'est vendeur à mort, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu recours à cet artifice-là qui permet, qui donne un fil conducteur. Voilà. Au lieu du fil d'Ariane, c'est le cendrier du Stork. Vous voyez? Alors, effectivement, en face de Salinger, en face de Salinger, vous installez le personnage d'Una, qui est finalement celle qui donne voix à Salinger, ou celle qui le fait parler, ce qui n'est pas très très simple au début, en tout cas sur les premières rencontres, parce qu'il y a un dialogue qui est assez fascinant entre Una et Salinger. Conversation entre deux personnes timides, ça donne une page où l'auteur n'a pas travaillé, où il y a des tirets, des petits points de suspension, et c'est vrai que c'est pratique. Mais il y a bien un moment où l'un des deux doit quand même parler. Cela dit, ça m'a permis d'inventer ce nouveau langage qui est le silent talk, donc la conversation silencieuse. Les deux personnes sont tétanisées et boivent sans rien dire. Mais là encore, j'ai perdu, je ne me souviens plus pourquoi on parlait de ça. On peut faire un exercice de silent talk, mais ça peut être ennuyeux pour le public. Alors, effectivement, à propos du personnage d'Una, vous en parliez tout à l'heure, c'est un personnage qui est qui est d'abord absolument fascinant par sa beauté. Vous racontez dans le roman la découverte d'abord de la photo d'Una et cet attrait évident. C'est aussi un personnage que vous prenez vraiment le temps de décrire et que vous prenez le temps vraiment de décrire par facettes. C'est un personnage assez étonnant par sa complexité, par sa capacité à être différente. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose qui caractérise le personnage d'Una ou qui serait une colonne vertébrale, un centre? Son enfance, tout vient de là. Elle a une sorte de mélancolie dans le regard qui vient de son enfance. Et être la fille du plus grand dramaturge américain du XXe siècle, sans jamais le voir, en le voyant très peu, son père et sa mère se sont quittés et lui a vite refait sa vie très loin de New York, et donc elle ne l'a revu, je crois, que 3 fois en 8 ans. Donc elle voyait la photo de son père, tout le monde lui parlait tout le temps de son père, mais elle ne le connaissait pas. Donc il y a ça sûrement, d'où sa fascination pour les écrivains, pour les célébrités aussi, parce que bon, voilà, elle fréquentait beaucoup de gens célèbres, et sûrement une solitude intérieure, une sorte de tristesse permanente qui la rend très, très bouleversante. C'est une fille sans doute très traumatisée. Et bon, faut dire que ses 2 frères se sont suicidés. C'est la seule qui a survécu à tout ça, donc c'est vrai que c'est assez lourd. Je pense que ça vient de là, ce qui la rend très, très mystérieuse, on a envie de s'occuper d'elle, quoi. En même temps, la photo d'Una que vous choisissez, qui est la première photo que vous découvrez et qui est en couverture de l'édition espagnole, catalane, de l'édition française, c'est une édition de rire. C'est cette espèce de rire aux éclats. Et vous faites déclarer à Una dans le roman, je veux être la fille la plus heureuse du monde. C'est étonnant cette volonté, cette rage de bonheur chez Una. Bien sûr, oui. J'aime beaucoup l'éclat de cette image. On ne connaît pas le photographe.
C'est une photo non signée qui est uniquement dans un livre de la famille Chaplin. Donc, j'en déduis évidemment que c'est son mari qui la prend en photo et qui explique son bonheur. C'est peut-être une photo prise le jour de leur mariage. Enfin, je fantasme, parce qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle y est parvenue. Elle a eu une deuxième partie de sa vie qui était en progrès par rapport à son enfance. Mais la fin est triste. Je ne veux pas dévoiler tout le livre, mais la fin est une fin très très solitaire. Ouais. Mais bon, oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est une vie très riche, quoi. C'est une vie très très avec beaucoup beaucoup d'aspects, et c'est ce qui m'a donné envie de la suivre. Dans le roman, à propos de la relation donc, qui se noue entre Una, Phil O'Neill, etc., et Salinger, il y a ce moment étrange où Salinger pense ou parle de l'amour et où vous lui faites dire sa définition un peu provocante que l'amour, c'est l'utopie de deux égoïstes solitaires qui veulent s'entraider pour rendre leur condamnation supportable. Ce qui est quand même une façon étrange de construire une relation. Et en même temps, c'est étonnant parce que le livre, on en parlait tout à l'heure, est aussi une véritable histoire d'amour, comme le prouve la fin d'ailleurs. Oui, c'est pas mal. Moi, je trouve cette définition. Moi, c'est pas de Salinger, c'est de moi, donc j'aime bien. Mais lui, en revanche, dit une chose dans une nouvelle qui s'appelle The Heart of a Broken Story, ce qui est amusant comme titre, puisqu'il inverse les mots. Normalement, ça serait The Story of a Broken Heart, et là, ça devient le cœur d'une histoire brisée. Donc, il donne une définition de l'amour, love is a touch and yet not a touch, qui est intraduisible. Le plus proche serait de dire l'amour est un contact et en même temps pas un contact. Ce qui fait penser d'ailleurs à un titre de Hemingway, To Have and Have Not, en avoir ou pas, c'est mal traduit, mais c'est plutôt résumer l'amour à on essaye d'atteindre quelqu'un mais on n'arrive jamais vraiment. Bon, c'est cette idée-là. Ça, c'est du Salinger. Moi, je suis plus radical, mais je trouve que c'est assez juste, c'est assez bien vu, quoi. On aimerait contrôler les gens, mais on n'y arrive jamais vraiment. Dans un entretien, je me souviens que Barack Obama avait dit qu'il dormait tous les soirs avec Michelle Obama, mais qu'il ne savait pas qui était cette personne. J'avais trouvé ça très, très, très belle déclaration d'amour. Qui est cette étrangère qui est dans mon lit ? Et voilà, donc c'est ça. Et je pense que Salinger a tout dit dans cette phrase. C'est très bien vu. On ne doit pas tout savoir, on ne doit pas savoir qui est la personne. Tant qu'elle est une étrangère, c'est qu'on est amoureux. Dans le roman, donc, on a cette relation, cette très très belle histoire d'amour. Et malgré tout, dès le milieu du bouquin, chapitre 5, on a une sorte de rupture, un changement de ton qui est assez clair, qui correspond effectivement à la guerre, à l'arrivée de la guerre, qui était déjà là, mais qui était complètement en arrière-fond, et qui soudain s'impose. Elle s'impose de façon, comme toujours, très élégante, avec une épigraphe de Musset qui vient légèrement changer ce ton. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, à lire le roman, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de dérive à ce moment-là du roman, c'est-à-dire que le roman effectivement vous emporte à un endroit où vous n'aviez pas forcément prévu d'aller au départ et qui soudain vraiment vous entraîne. Enfin là on sent qu'il y a cette... c'est vrai, oui, vous m'auriez dit qui n'était pas prévu. Vous m'auriez dit que après un roman français où je suis en garde à vue et je parle de Guattari, de mes parents, que j'allais faire ensuite un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais éclaté de rire. C'était pas du tout mon but. Encore une fois, moi je voulais rester au Stork Club tranquille en écoutant du jazz et en buvant des martinis avec des gens bien habillés. Bon, mais c'est ce qui s'est passé, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés entraînés dans ce tourbillon.
Et donc à partir du moment où j'avais commencé, j'étais obligé de m'intéresser à ça. Mais je suis un peu malhonnête en disant ça parce que, à vrai dire, après avoir écrit un roman français sur les années 60, 70, mes parents, leur mariage, leur divorce, toute cette époque-là de la France, j'avais envie de parler de la France des années 40. Et ça faisait un moment que, que je tournais autour. Je veux dire par là que donner ma version, c'est-à-dire débile, légère, futile, de la guerre. C'était des jeunes gens comme les jeunes gens qui vont dans les boîtes de nuit, et ils avaient leurs boîtes de nuit aussi. Ils n'étaient pas des photos en noir et blanc, c'était des gens qui... Voilà, donc c'était essayer de s'identifier à ça et d'affronter ce truc-là, à ma façon à moi, mondaine et cervelée si on veut, mais traverser la guerre comme ça, sans que ce soit un cours d'histoire, mais comme un roman, tout simplement, un roman à ma façon, qui soit aussi aérien que possible, quoi. Donc j'étais très content quand, après le débarquement, il est allé au Ritz, parce que là, j'avais vraiment une scène où je me sentais de nouveau à l'aise, dans un bar, avec des cocktails, et dans un endroit agréable. Ça, quel soulagement! Malheureusement, après, il est reparti en Allemagne. Donc là, oui, j'ai de nouveau morflé, mais c'est vraiment ça. C'est tout simplement parce que c'est arrivé comme ça. Un type de 25 ans s'est retrouvé sur une plage en Normandie avec 75% de son régiment mort. Et puis il s'est retrouvé ensuite à discuter avec Hemingway au Ritz. Puis ensuite il s'est retrouvé à Dachau, à découvrir le fin fond de l'horreur, de l'enfer. Le même homme, et qui avait le même âge. Donc c'est ça, c'est la guerre à hauteur d'adolescent, quoi. C'est ça que j'ai voulu essayer de faire, tout simplement. C'est pas volontaire, mais ça s'est produit comme ça. Effectivement, parce que version débile, futile et légère, je me permets, c'est une citation, ça nous entraîne quand même, effectivement, sur le débarquement, sur Dachau, sur les forêts allemandes, où on a des scènes d'une force, d'une vie assez extraordinaire. Sur cette deuxième partie, on a en plus l'alternance qui est dans les chapitres et à l'intérieur des chapitres entre la vie de Salinger, qui est donc... sauf quand il est au Ritz, mais plutôt dans les forêts allemandes et pas forcément très joyeuse, et la vie de Una, mariée à Chaplin, qui a traversé le pays pour aller du côté de Los Angeles, et qui est quand même une vie moins difficile, moins risquée en tout cas. Elle est tombée enceinte, elle a eu Géraldine, puis Michael, elle a eu des enfants en 43, 44. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, oui, c'était moins rigolo de l'autre côté de l'Atlantique, oui, c'est sûr. Oui. Là aussi, en termes d'écriture, comment est-ce qu'on passe du chapitre sur Dachau au chapitre sur Chaplin Mais vous savez, on vit ça tous les jours, encore aujourd'hui. On est là, on discute tranquillement à Barcelone, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la guerre. Donc c'est quelque chose qui est une réalité tout le temps, à toutes les époques. Bon, là, c'était particulier parce que quasiment toute la planète était en guerre en même temps, donc évidemment. Mais pendant que les Américains se battaient dans le Pacifique et en Europe, à Los Angeles, les gens continuaient de vivre, bien sûr. Et c'était pas non plus la folle fiesta, hein, parce que les gens étaient rationnés, il y avait des camps pour les citoyens d'origine japonaise en Californie. James Ellroy a raconté tout ça très bien dans son dernier roman, Perfidia. Mais enfin, c'était malgré tout, c'est sûr, plus rigolo d'être à Beverly Hills que d'être dans la forêt de Hurtgen, l'hiver 44, où c'était le pire hiver en plus depuis des années et des années. Donc sous la neige, en train de se faire tirer dessus avec les éclats des sapins. Donc on mourait plus par des flèches des arbres que par les balles. C'est assez surprenant. Ça, on retourne vraiment à la conquête des États-Unis au fond. Mais
là, une fois encore, je digresse, et je ne sais plus du tout de quoi nous étions censés parler. Et c'est ça la merveille de la littérature, la magie de la littérature. Mais non, bon, oui, ce que je peux dire là-dessus, c'est que j'ai évidemment joué sur ces contrastes. Ça m'amusait beaucoup. J'ai toujours peur d'ennuyer, j'ai peur de m'ennuyer aussi. Donc je joue sur les contrastes entre des scènes d'une très grande violence et des scènes d'une très grande frivolité. Mais c'est la vie qui est comme ça. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui vivent des scènes de très grande violence ont besoin de vivre des scènes de très grande frivolité juste après. Et c'est ça. C'est aussi la partie du roman où interviennent ces lettres dont vous parliez tout à l'heure, les lettres de Salinger à Una, qui viennent rythmer toute cette deuxième partie, qui sont donc des lettres écrites de l'Europe, enfin des camps d'entraînement au début, mais surtout de l'Europe, et adressées à Una, lointaine, à Los Angeles. Dans l'économie du roman, dans la structure du roman, ces lettres correspondent à quoi? Est-ce que c'est un besoin de donner la parole directement et à ce moment-là au personnage qui vit cette horreur-là, pour justement avoir ce récit qui est un récit à la première personne, sans le détachement ou le regard ironique que malgré tout introduit toujours le narrateur dans le récit? Ouais. Si vous voulez, si, oui, mais c'est plus simple que ça, c'est qu'elles ont existé. Et quand j'ai su qu'ils s'étaient vraiment écrits, ce qui est logique d'ailleurs, vous avez une amoureuse, vous partez à la guerre, vous allez lui écrire. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, donc les gens s'écrivent et il y avait énormément de courriers, des GIs qui écrivaient, voilà. Et puis c'est une réalité, ils se sont écrits, bon, lui plus qu'elle, parce qu'elle répondait de moins en moins, évidemment, étant tombée amoureuse d'un autre. C'est sûr que pour 10 lettres de Salinger, il y en a peut-être une qui revenait d'Una, mais c'est la question qui se pose vraiment, pour le coup, c'est est-ce que, quand on écrit un roman comme ça, est-ce qu'on a le droit de se mettre à leur place, d'écrire la correspondance qui a existé entre deux, ou est-ce qu'on se l'interdit? Bon, j'ai pas beaucoup hésité, je me suis dit, je m'autorise, tout est permis, c'est un roman, il y a écrit roman sur la couverture. Donc je vais écrire des lettres de J.D. Salinger à Una O'Neill. C'est un peu fou, complètement mégalo, et en même temps, quel luxe inouï de pouvoir se mettre à leur place et se dire, ben voilà, je suis tout simplement en train de débarquer, de raconter mon débarquement en Normandie, allez hop. Et puis je raconte ces batailles épouvantables. Après, une fois qu'on a dit, bon, c'est pas interdit, je m'autorise cette folie, ça demande beaucoup de boulot, de documentation, parce qu'il ne faut pas se tromper. Je suis assez heureux d'ailleurs, parce qu'il y a eu, à part une chose où je m'étais trompé, parce que j'ai dit que c'était l'océan Atlantique, alors que c'est la Manche. Bon, voilà. Mais dans les guerres, dans les livres d'histoire américains, ils parlent de l'Atlantique. C'est la bataille de l'Atlantique, ils parlent de l'Atlantique. Bon, parce qu'ils connaissent pas bien la géographie française. Depuis les États-Unis, c'est loin. Mais je pense que le reste, franchement, personne ne m'a. J'ai pas reçu depuis la sortie de ce livre de grands reproches. J'étais très fier de ça. Donc c'est aussi sur pas mal de détails, ça devient intéressant de raconter que, par exemple, quand il fait très froid, on ne se change pas, donc on sent mauvais, donc des choses comme ça. On se douche plus, on se lave pas en fait. Et puis que les uniformes n'étaient pas prévus pour. En fait, les Américains pensaient gagner très vite, donc les Américains n'étaient pas très couverts, beaucoup moins que les Allemands. Les Allemands avaient prévu le coup, ils avaient des manteaux très chauds, et donc en gros toute l'armée américaine crevait de froid pendant tous ces mois de l'hiver 44. Et la mère de Salinger lui avait envoyé des chaussettes. Et du coup, il était un des seuls de tout son régiment à ne pas avoir froid aux pieds. Mais tout ça est passionnant. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Au fond, la différence entre un livre d'histoire et un roman, c'est ça. C'est les chaussettes. C'est vrai.
on vous parle jamais des chaussettes dans les livres d'histoire, et dans les romans, on peut s'intéresser à ces petits trucs-là. Et Salinger a écrit dans une lettre un truc assez marrant sur sa guerre. Il a dit en fait, en gros, pendant toute la guerre, j'ai passé mon temps à me cacher dans des trous, et je sortais du trou que quand on était en train de construire un aéroport sur moi. Donc ça nous donne bien une vision de ce que c'est que la guerre, quoi. Bien, donc après le pitch sur le cendrier, on a un pitch sur les chaussettes. Tout va bien. Alors effectivement, il y a cette longue traversée de la guerre, hein, qui débouche sur le retour, sur l'attrape-cœur. Et à la fin du roman, on ne va pas raconter la fin du roman, mais on peut quand même signaler que sur les derniers chapitres, alors que vous avez vraiment fait un travail de documentation, d'exactitude historique, on sent bien que sur le dernier chapitre, il y a des scènes qui sont davantage créées parce que vous en avez envie, parce que vous en avez besoin. Et vous parliez tout à l'heure de ce retour à la première personne et à une première personne. Donc, Réal, à vous, Frédéric Becbédé, est-ce que c'est justement une façon de recadrer l'histoire pour revenir à la présence de la fiction ou de quelque chose de plus personnel? Est-ce que c'est une façon de réaffirmer à ce moment-là, sur la clôture du livre? Oh là 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 là, il faut analyser tout ça. Non, je crois que j'avais envie de dire que c'était pas si loin, qu'au fond, moi je suis né en 1965, hein. Malheureusement ça m'oblige ça vous donne mon âge. 20 ans après le suicide d'Hitler, je suis né très peu de temps après tout ça, et on a l'impression que c'est très loin. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours eu l'impression, pourtant on me l'a appris à l'école, au lycée, tout ça, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de films, comme tout le monde, sur ce cataclysme. Mais c'était une fraction de seconde avant ma naissance. Et bizarrement, dans ma famille, on m'en a pas parlé. Alors, certaines découvertes que j'ai faites en travaillant sur un roman français, d'autres que j'ai faites à l'occasion de l'écriture de ça, la première urgence, c'était pour moi de montrer que tout ça était non seulement vrai, mais très récent, qu'il n'y avait pas de différence, que ces gens-là, j'aurais pu les rencontrer. Ils sont du même âge que mes grands-parents. Donc j'espère qu'à la fin du livre, ça crée une proximité avec le présent. Ce n'est pas un livre sur le passé, ce n'est pas un livre ancien, c'est une histoire totalement présente. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Et puis le fait que ce soit Frédéric, du coup, ça casse peut-être l'aspect romanesque, ça devient plus vrai. On se dit, on est pris par la main par un idiot qui va aux États-Unis, qui voit une photo, on revient en arrière, il y a toute cette histoire, et puis ensuite le type, il est en Suisse, parce qu'il enquête sur les Chaplin, il va en Suisse, à Montreux, près de chez eux, et voilà, ça boucle la boucle, c'est des artifices de dédramatisation, peut-être. Voilà. C'est un roman, mais tout est vrai, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et on se sent concerné, sans doute. Alors que peut-être on pense que c'est loin tout ça, mais non, enfin voilà. Et puis, je sais pas quoi. Oui, je voulais parler de Windows on the World, parce que évidemment, c'est un peu le même projet, il me semble. Je prends des grandes tragédies très impressionnantes et qui nous semblent des choses qu'on voit à la télé, et j'essaie de les humaniser. C'est ça la démarche. C'est vraiment une démarche pour rendre perceptibles des émotions très simples, très universelles, et humaniser ce qui semble quelque chose d'artificiel ou de trop grand pour l'homme. Hein, voilà, 3000 morts à New York, carrément la Deuxième Guerre mondiale, allons-y.
Mais bon, ce sont des gens normaux, ce sont des gens comme moi, comme mon lecteur. C'est ça en fait, c'est tout con. C'est cette démarche-là qui nous permet d'être émus plus fortement. C'est ça le rôle de la littérature pour moi. C'est l'émotion, chercher l'émotion, humaniser ce qui semble inhumain. On va, sans rien révéler, on peut quand même dire qu'il y a cette chose étonnante que le roman, qui est un roman tout entier, américain, français, suisse, se termine en Espagne, se termine sur cette... pas très loin, enfin, pas en Catalogne, mais juste à côté, en Aragon, où on a une dernière scène à Mediano, une promenade en barque sur un village englouti. Alors j'imagine qu'il y a bien sûr le plaisir de faire référence à Lamartine, mais cette promenade en barque, c'est justement une façon de parler d'un monde qui a disparu et qui émerge encore, d'un monde qui est effectivement ce monde lointain et proche. Employons le terme de métaphore. C'est l'image du village sous-marin, c'est quelque chose quand je suis tombé sur ce village qui existe, qui en plus Mediano, ça fait un peu Modiano, c'est très littéraire. Hein. C'est un village dans les Pyrénées, effectivement, qui a été englouti parce qu'on a construit un barrage, donc le village a été évacué et aujourd'hui il n'y a qu'un clocher qui dépasse de l'eau. Bon, évidemment, pour conclure un roman, c'est le rêve, c'est tellement beau. Donc oui, c'est une manière de se dire que ce passé englouti qui continue qui est à peine visible, mais qui est toujours là et qui est très 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 féerique. C'est la littérature, c'est le rôle de la littérature. C'est ce que dit tellement bien Proust quand il parle de l'édifice immense du souvenir à la fin de la recherche, et c'est évidemment le même. C'est une démarche similaire de considérer que le passé est toujours là. Il est toujours là. Il n'est pas perdu. Bon, on a quand même commencé en disant du mal de Balzac, mais on termine en citant Proust. Qui suis-je pour dire du mal de Balzac? J'ai juste dit que j'avais la flemme de lire des livres avec trop de pages, c'est tout. Je suis un paresseux, mais je ne suis rien. J'ai promis d'être court et de ne pas dépasser trop 8h30. Parce il est déjà... il y a les questions du public. Voilà, pour avoir le temps de questions du public et des signatures s'il y a lieu. Nous acceptons les questions et les compliments. On va prendre des questions. Quand même, une dernière question, juste avant les interventions. On n'a pas parlé du rôle des photos. Parce que dans le roman, vous utilisez constamment la photo et vous incluez les photos, que ce soit justement les photos de Una, les photos du cendrier. Il y a une photo du cendrier et la photo de Mediano. Ces photos, alors bien sûr c'est un hommage à Breton, nous sommes d'accord, mais est-ce que c'est aussi une façon de... Pardon, je vous interromps. C'est marrant de dire toujours hommage quand on pique une idée à quelqu'un. Mais oui, dans Nadja, il y a des photos. C'est complètement un plagiat. Mais merci de dire hommage. C'est toujours bien. Oui, c'est un hommage à Breton. Oui, oui. Mais cela dit, récemment, quelqu'un l'a fait très bien aussi. C'était un Allemand, Sebald, W.G. Sebald. Ouais. Et c'est aussi probablement un peu de la paresse. Parce que décrire le visage d'Una O'Neill demande un talent inouï. J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises dans le livre, mais il suffit de montrer la photo. Et puis voilà, ça, on gagne aussi du temps. Et de toute façon, c'est ce que les gens auraient fait de toute manière. Ils seraient allés googler Una, donc je leur évite d'avoir à le faire. Finalement, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Vous donnez les références YouTube de... Oui, parce qu'il y a des images... il y a une séquence d'essai, un bout d'essai qu'elle a fait à Hollywood en 42 et qui est sur YouTube. Donc vous pouvez voir Una vivante
par le miracle de Est-ce, d'Internet. est-ce que c'est aussi une façon justement d'aller contre cette pureté de la littérature, de l'écriture du grand style, et de réintroduire de l'impureté, de l'image, Disons que je vis avec mon temps malgré tout, même si je le critique beaucoup. Et on ne peut plus écrire, je crois, exactement les livres comme avant l'invention de la photographie, du cinéma, de tout ça. De temps en temps, c'est aussi amusant de prouver que c'est vrai. C'est une manière de prouver aussi. La photo du clocher qui sort du lac, que j'ai prise moi avec mon téléphone, c'est pour dire, vous voyez, j'y étais vraiment, et en plus ça existe. C'est pas que un délire. Mon éditeur a dit assez drôlement que c'était une lecture obligatoire pour les mythomanes, ce livre. Je pense qu'il a cherché à se protéger contre d'éventuels procès, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est un peu mytho, mais vraiment 10% du livre est mytho. 90% est entièrement vérifié, vrai, et tout ça. J'y tiens parce que c'est tellement de boulot que autant que ça se sache. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remerciements, des compliments dans la salle? On a les photos de Una et Salinger au moment, voilà le Stork Club. Orson Welles au premier, en bas à gauche, avec son cigare. Ouais. Alors, une question dans la salle. Mademoiselle là-bas. Plutôt un compliment, mais je ne l'ai pas encore lu, votre livre. Donc très objectif. Un compliment, non, sur le fait d'avoir eu l'idée d'écrire une histoire d'amour, sur un amour à peine ébauché. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça montre l'inspiration de l'écrivain, et aujourd'hui où on a toujours besoin de concrétiser tout, je trouve que c'est vraiment intéressant, et il y a un grand mérite à avoir écrit ça. Enfin, je trouve ça intéressant. Merci, oui, c'est un livre sur la frustration. La beauté de la frustration. Compliment accepté, qui me va droit au cœur. C'était courageux de se lancer dans cette entreprise, mais j'espère que ça... Disons que c'est frustrant, et c'est ça qui fait la grandeur de cette histoire. Le premier à avoir eu l'idée, c'est Homère, c'est pas moi. En premier rang. Bonsoir. J'ai une question par rapport justement à votre style que j'aime beaucoup, déjà je tiens à le dire, mais c'est par rapport à l'utilisation de l'anglais, vous qui êtes anglophile, anglophone peut-être de la part de la partie de votre grand-mère, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'était pour savoir comment vous gérez ça dans votre processus d'écriture, quand vous arrivez j'imagine qu'il y a certaines scènes que vous devez imaginer, que vous devez pouvoir penser en anglais. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous luttez? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez complètement? Parce que dans le livre que j'ai pas encore fini, il y a beaucoup de parties en anglais, plein de petits mots, et c'est très agréable parce que je trouve ça très moderne, justement. On est dans une génération où on parle plusieurs langues, où on pense des fois en plusieurs langues. Comment vous incluez ça dans votre processus? Ah oui, c'est vrai que c'est... Je voulais pas que ce soit un roman américain, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'écrivains français qui font des livres qui se passent en Amérique et tout. Là, c'était quand même l'idée, c'était que je savais qu'ils allaient arriver en France à un moment, et donc j'étais assez content, ça m'arrangeait bien. J'aurais pas voulu faire un livre entièrement américain puisque je l'ai déjà fait, Windows on the World. Donc là... c'est assez pas calculé, pas tellement calculé, c'est-à-dire que je décide pas que tout d'un coup ils vont parler anglais pour faire chic ou tout ça, mais simplement parce que certains mots sonnent mieux en anglais et d'autres mieux en français. Il y a des moments où ce serait ridicule de traduire tout, et puis alors du coup j'essaie de pas abuser de ça parce que c'est quand même... j'aime ma langue, j'aime mon pays, le type démago à l'Institut français. Oui, vive la France, tout ça.
Non, mais de temps en temps, c'est vrai que s'il y a une expression idiomatique ou un truc comme ça, alors ça sort, j'imagine pas. Évidemment, si c'est une conversation entre deux Américains à Paris, ils se parlent en français, mais on imagine qu'elle n'a pas eu lieu en français, la conversation. Donc de temps en temps, ça dérape, quoi. Même chose quand on est à New York. Bon, faut pas en abuser. Par moment, il y a des citations réelles. Donc là, je les ai laissées parfois en anglais avec la traduction. Mais bah oui, vous avez raison. C'est un peu un jeu. Et c'est d'ailleurs une conversation que j'ai eue avec mon éditeur parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup d'anglais, tout ça. Est-ce que les gens vont suivre? Et moi, je pense que le public est très intelligent et que les gens savent aujourd'hui à peu près tous de quoi je parle. Et voilà. Et puis ils savent qu'ils sont dans un livre un peu particulier aussi. Mais vous savez que cette histoire m'a coûté le prix Goncourt, hein, parce que Edmond Charleroux, que j'ai connu un peu et dont je pleure la disparition, cette grande dame m'avait dit à l'époque de Windows on the World, quand j'étais en finale sur la dernière liste, que je ne pouvais pas avoir le prix Goncourt. Alors je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que le titre était en anglais. On ne peut pas donner le prix Goncourt à un titre en anglais, c'est impossible. Donc j'ai expliqué que c'était un endroit, qu'il s'agissait d'un nom propre, le nom d'un restaurant dans lequel il n'y avait eu aucun survivant, donc j'allais pas le traduire, ce nom propre. Mais je pense que ça m'a coûté le prix Goncourt. C'est comme ça. Ma vie est un échec. Oui, bonjour, Mathieu. J'ai deux questions très différentes. En fait, quand vous parliez de l'adolescence, je pense opposé au fait d'être adulte, je voulais savoir si vous considériez toujours adolescent, voire adolescent attardé, alors que si je vous donne ma définition personnelle, enfin la différence entre les deux que j'établis entre l'adolescence et l'âge adulte, ça serait entre l'oisiveté et le travail, enfin la mise en action. Et de ce point de vue-là, quand vous écrivez, quand vous faites toutes ces recherches que vous avez dites, vous n'êtes pas en oisiveté, donc selon cette Vous allez me traiter d'adulte bientôt. C'est moche. Oui. C'est pas sympa. Et donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'était comme j'ai ressenti à la lecture de Windows on the World des sensations très fortes physiques, de nausée, de mal-être vraiment physique à la lecture au fil des pages, et que vous disiez aussi que Una Salinger, c'était sur une histoire d'amour et quelque chose de dramatique sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous oseriez un jour, c'est peut-être une question de temps, de faire un roman de la littérature sur les événements de Charlie et du 13 novembre dernier. Bon, alors pour la deuxième question, la réponse est non, je crois pas. Je crois pas parce que je crois que j'ai fait ce travail-là au moment du 11 septembre, sur les attentats du 11 septembre, et que bon, on est entré dans cette époque-là maintenant où on ne sait jamais trop si on va sortir vivant de n'importe quel lieu public. Donc c'était un peu le sujet déjà. C'est pas parce que c'est arrivé plus près de chez moi que je suis davantage concerné. Si, c'est vrai, parce que bien sûr, je suis concerné, mais de là à penser que je crois pas que je puisse m'en emparer. Peut-être d'ailleurs parce que c'est trop près. Vous avez raison. Question de temps, mais aussi de géographie. C'est tellement près que je suis pas certain d'avoir quelque chose à dire là-dessus. De plus que ce que je n'ai déjà écrit. J'ai fait, cela dit, 2 textes sur la question, enfin, un qui était dans le Figaro Magazine et un autre dans Transfuge,
Mais ce qui me frappe, c'est que, de toute façon, c'est le côté hasard, le côté, c'est ça qui est romanesque dans ces histoires-là, en fait. C'est 5 minutes avant, 5 minutes après, quelqu'un qui n'est pas venu, quelqu'un qui devait pas y aller, qui y va. C'est la loterie des Kalachnikov. Ça, c'est l'aspect, je pense, qui peut inspirer un romancier. Mais c'était déjà le cas pour le 11 septembre, et je le faisais beaucoup dans le livre. Il y avait des personnages qui sortaient de la tour juste avant l'entrée de l'avion, d'autres qui oubliaient quelque chose et remontaient et allaient mourir. Enfin, c'était... Donc je pense que ce serait vraiment répéter l'exercice. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau, c'est le meurtre de masse, quoi. C'est un sujet inouï. C'est-à-dire, cette idée que, par exemple, un pilote d'avion qui conduisait un Boeing qui était de Barcelone, je crois, décide de se suicider en tuant tous les passagers. C'est la même démarche que les djihadistes. Il n'y a pas de différence, au fond. C'est un suicide collectif. Il n'y a pas de différence parce que l'un est musulman et l'autre est dépressif. Pour moi, c'est la même folie. On a tort de réserver un traitement particulier aux djihadistes du fait qu'ils ont une idéologie. Le pilote de l'avion, pour moi, est aussi... voilà, il fait partie de du même phénomène. En gros, je veux mourir, mais je veux entraîner le maximum de gens avec moi dans ma mort. Bien. Alors, après, maintenant qu'on a foutu une ambiance un peu sympa, l'autre question, c'était sur est-ce que je suis adulte. Alors, juridiquement, oui, puisque j'ai plus de 18 ans. Parfois, je me comporte comme un père de famille. Ma femme est là, peut en témoigner. Et en même temps, je crois quand même toujours, et je le pense toujours, même de plus en plus, en vieillissant, que l'activité d'écrivain est totalement puérile. Et pour moi, un type qui est écrivain, ou en général artiste, c'est pas quelqu'un de très très mûr. Et d'ailleurs, en général, il vaut mieux pas. Pour faire ce métier-là, qui est un métier quand même très très fou, il faut rester assez perméable à des émotions simples, assez enfantines finalement. Et donc on a une excuse pour ne pas être adulte quand on écrit. Il faut regarder le monde avec le regard d'un enfant un peu voilà. Il faut regarder les choses que tout le monde considère comme normales, il faut les voir comme anormales. Un embouteillage, je ne sais pas moi. Tout est tellement absurde dans notre existence qu'il faut garder ce regard-là, je crois, pour être romancier. Parce que c'est ce qui fait qu'on regarde la réalité d'une manière un peu plus surprenante. Donc dans mon boulot, je suis obligé d'être un enfant, mais dans ma vie, je suis obligé de reconnaître que je suis plutôt un adulte. Merci. Moi, de mon côté, je continuerai à soutenir devant mes amis que vous êtes un romancier romantique et non pas misogyne comme, Merci. Comme votre réputation le laisse à penser. Pour moi. Il suffit de vous lire. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, j'ai une question, oui, d'actualité, justement. J'ai vu que ce matin avait été validée la réforme de l'orthographe française. Il y a débat là-dessus, je crois. Parce que Le Monde a dit que c'était pas vrai. Alors le Monde, effectivement, a dit que c'était pas vrai, mais ça a été quand même validé par Le Point, Le Figaro, etc., etc. Donc bon, après, je sais pas. La gauche et la droite ont encore trouvé un terrain pour s'affronter. En tout cas, vous en pensez quoi? Ah non, mais moi je suis très contre. J'avais déjà écrit il y a longtemps dans le magazine Lire que pour moi c'était interdit de dire écrivaine. Et je m'étais fait tomber dessus par le magazine Elle. Grand débat à l'époque. Parce que je trouve que écrivaine c'est affreux, auteur avec un E c'est affreux. Et si j'étais une femme, j'aurais envie de me mesurer à tous les écrivains des deux sexes. Pas d'être uniquement comparé aux écrivaines. Hein. Donc, par féminisme, je suis pour qu'on dise écrivain, pour tout le monde.
C'est un petit peu paradoxal. Mais voilà. Donc je suis évidemment très réac sur l'orthographe. Est-ce que ça fait pas un peu partie de la modernité, justement, quand vous rajoutez de l'anglicisme Oui, dans vos bien sûr. textes, voilà, Ouais. ça c'est la modernité. Oui, mais en respectant l'orthographe. Ouais. Oui, mais Même l'argot chez Céline, chez Salinger, chez Queneau, il transforme l'orthographe, mais le reste du roman n'est pas écrit en argot et l'orthographe est respectée. oui, tout à fait. Il faut respecter la tradition pour mieux la violer. Et donc je considère qu'il faut des accents circonflexes sur toutes les voyelles où il est à sa place, cet accent. Par exemple, vous disiez que je suis adulte, eh bien je suis peut-être un homme mûr. Un homme mûr qui ne va pas dans le mur. Attention. Je pense que se priver de ça, c'est se priver de ce qui est beau. C'est quelque chose de beau. Je pense qu'on ne devrait même pas avoir à discuter de ce genre de choses, franchement. Merci en tout cas. Oui, je vous en prie. Bien. Nous avons donc eu une déclaration de maturité de Frédéric Beigbeder. C'est un véritable plaisir. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci surtout du roman. Vous parliez du travail sur l'émotion dans le roman. Effectivement, le texte, c'est un texte très très émotif qui garde malgré tout cet humour dont nous avons aussi eu le plaisir d'entendre. Merci Frédéric Beigbeder. Et donc, comme toujours et comme rituellement, si certains souhaitent faire dédicacer des livres, ce sera au rez-de-chaussée. Merci. Non, merci.